Et il s'agit de quoi? Il s'agit d'une question essentielle pour la gauche, parce qu'il s'agit du droit du travail. Et le droit du travail, c'est le droit le plus intime, le plus quotidien, le plus essentiel pour 18 millions de salariés du privé. C'est le droit, même quand on ne connaît pas, qui détermine votre vie, qui détermine si vous allez avoir une promotion ou si vous allez être viré. Si votre boulot est solide, quel droit vous avez pour répondre à l'employeur, quelles sont vos protections et quel est votre salaire. Quand vous avez un bon code du travail, vous aurez un bon salaire. Quand vous aurez une protection au droit du travail, vous serez mieux protégé contre le licenciement. Le code du travail, c'est 170 ans d'histoire. Ça a commencé, je crois que c'est 1840, avec le docteur Villermé, trop peu connu, qui avait fait une étude sur l'état physique et mental des ouvriers dans les fabriques, dans 20 villes de ce pays. Il y voyait les gens travailler 15 heures, 16 heures, 17 heures par jour, femmes et enfants, et mourir au travail. Et le docteur Villermé a dit à cette époque, il faut travailler moins. Et il a fallu 60, presque 80 ans, allez, 1840, 1920, pour qu'on passe de la journée de 17 heures à la journée de 10 heures. Il a fallu encore 70 ans, et ça vous le savez tous, pour qu'on passe de la semaine de 40 heures en 1936 à 39 heures en 1982 et à 35 heures en 2002. Et pendant ces années-là, en plus, les 70 dernières années, on a fait 4 choses en même temps. On a produit plus, on a créé plus d'emplois, on a gagné plus, et on a travaillé moins. On peut faire pendant 70 ans ces 4 choses-là en même temps. Travailler plus et gagner moins. L'histoire réelle, c'est que pendant 70 ans, on a gagné plus et travaillé moins. Et puis depuis 8 ou 10 ans, vous avez des fous furieux idéologiques, avec le MEDEF qui veulent faire tourner la roue de l'histoire à l'envers, et qui veulent vous faire travailler plus en gagnant moins. Et qui veulent pour ça détruire le code du travail, le passer à l'acide. Ils l'ont fait pendant toutes les années 2000, là, entre 2004 et 2008, il y a eu ce qu'on appelle la recodification du code du travail, qui a changé pratiquement la totalité du livre. Je ne vais pas le faire en détail ce soir, mais qui a fait perdre déjà des centaines de petits droits. Parce que vous savez, le code du travail, c'est un texte fait de sueur et de sang, de lutte et de larmes. Chaque alinéa compte. Il a été l'issue d'une grève, d'un combat, de journées d'action, de longues grèves parfois, et négocié au Parlement âprement, virgule par virgule, alinéa par alinéa, article par article. Et c'est comme ça qu'on voit dans les détails comment on peut, dans tel métier, ne pas se faire briser les os, dans tel autre, pouvoir disposer d'un siège, dans tel autre, avoir une coupure là où il y a beaucoup de labeur et beaucoup de fatigue, dans tel autre, se protéger contre le stress et les menaces, le harcèlement. Tout ça, c'est rentré peu à peu, année après année, et par décennies, dans un code qui est le moins connu, le moins enseigné. On envoie des mômes en alternance, on leur a pas dit qu'il y avait un code du travail, des conventions collectives. Et le moins enseigné, il est le plus dénigré. Voilà le nombre de patrons que j'ai vus en 30 ans d'inspection du travail, parce que j'ai fait 30 ans d'inspection du travail, et tout corps plongé dans les entreprises reçoit une poussée égale au volume d'exploitation constaté. J'en ai jusqu'à la fin de ma retraite. Et quand vous avez... vous voyez les dégâts que provoque le travail, la souffrance, le stress, les risques psychosociaux, les accidents du travail. On a encore 700 morts par an, on a 700 suicides liés au travail par an. Il y a 4500 handicapés par an. Il y a 650 000 arrêts du travail avec des conséquences. Et quand on voit tout ça, on se dit, il a besoin d'être enseigné, il a besoin d'être protégé. Or, les employeurs le dénigrent. C'est le texte le plus dénigré. C'est le texte le plus fraudé. Fraudé. C'est le texte le plus méprisé. Et celui sans arrêt qu'on dit, il faut, pour travailler mieux, il faut s'en débarrasser. Le nombre d'employeurs qui m'ont dit, mais moi j'en ai rien à foutre du code du travail. Quoi, j'ai autre chose à faire, c'est de la paperasse, j'ai autre chose à faire, je bosse, moi. Alors qu'ils ont des humains, et qu'il s'agit pourtant de l'état de droit dans l'entreprise. Parce que s'il n'y a pas d'état de droit dans l'entreprise, vous êtes laminé. Madame Parizeau, je la cite pour une première fois, c'est ma préférée, elle dit « La liberté de penser s'arrête là où commence le code du travail ». Elle dit aussi « La vie
la santé et l'amour sont précaires, pourquoi le travail ne le serait-il pas? Je me souviens que c'est une apologie de la barbarie, hein. Parce que l'histoire de l'humanité, c'est la lutte contre la précarité. Depuis les cavernes. On a lutté contre la précarité du froid, de la faim, de la soif. On a inventé l'agriculture, je le dis toujours, pour lutter contre la précarité de la cueillette. On a inventé l'élevage pour lutter contre la précarité de la chasse. 50 siècles que l'humanité lutte contre la précarité. Et vous avez le MEDEF là qui arrive qui dit non, 50 siècles d'erreur, vive Cro-Magnon. Accepter d'être précaire, retour en arrière, tout le monde doit être précaire. Ça c'est leur leitmotiv, quoi. Et la même Madame Parizeau, c'est celle qui ne veut pas du tout d'état de droit dans l'entreprise, elle vous dit que les prud'hommes, ça insécurise les employeurs. Elle vous dit aussi qu'il faut qu'on revenir sur le droit du licenciement. Parce que finalement, elle préfère le mot séparabilité. Elle dit c'est comme un divorce. Enfin, sauf que c'est toujours le même qui garde les meubles. Toutes les explications du MEDEF vont contre le Code du travail, contre l'état de droit dans les entreprises. Et c'est ce qui est à l'ordre du jour. Alors curieusement, de façon pour moi inexpliquée, inexplicable, invraisemblable, sous la gauche, là, on va se proposer de remettre en cause le Code du travail. Je peux vous dire que ça va pas. Et je vais vous expliquer, tenter de vous expliquer en détail pourquoi. Parce que finalement, un ANI, accord national interprofessionnel, parce qu'il faut le répéter tout le temps, c'est pas une sucette, hein. Y en a eu beaucoup dans l'histoire. Le plus célèbre, c'est Matignon, 1936. C'est là qu'on gagne les 40 heures et les congés payés, hein, sous l'impact de la grève. C'était un ANI. En mai 68, vous avez en juin 68, vous avez un ANI. C'est celui qui hausse le SMIC de 33%. Et le SMAG, salaire minimum agricole, de 55% pour rattraper le SMIC dans le SMIC. C'était un ANI. Et même encore plus récemment, le 10 octobre 1997, sous Lionel Jospin, il convoque les partenaires sociaux, comme on dit, et il leur dit « faites les 35 heures ». C'est même là qu'il y a le chef du patronat de l'époque, CNPF, ça s'appelait encore, qui sort, Jean Gandois, en disant « je suis berné, ils vont vraiment faire les 35 heures, je démissionne parce qu'il faut des tueurs à ma place », c'était sa phrase exacte. Et les deux tueurs, c'était Denis Kessler et le baron Seyer. Et ils ont déclaré la guerre au gouvernement Jospin sur les 35 heures à l'époque, la guerre. Et ils l'ont mené pendant 10 ans, ils la mènent encore. Parce qu'ils la veulent absolument avoir la peau des 35 heures. Et c'était des ANI. Et là on croyait, je croyais, nous étions je crois quelques millions à croire, que le sommet social qui s'est ouvert en juillet dernier est réouvert en septembre dernier, septembre 2012, et qui a débouché pendant 4 mois sur des débats avec les organisations syndicales, allait nous donner, puisqu'il y avait une victoire de la gauche et que ça suffisait, hein, ça fait 10 ans qu'ils nous rabotaient le Code du travail, allait nous donner des éléments de satisfaction. D'ailleurs, la feuille de route du gouvernement méconnu de septembre dernier disait qu'il fallait, Bernard Thibault et Thierry Lepan pour la CGT l'ont récemment rappelé aux parlementaires qu'ils rencontraient la semaine dernière, la feuille de route disait qu'il fallait lutter contre la précarité, qu'il fallait des mesures pour contrôler les licenciements boursiers, et qu'il fallait avoir suffisamment de lois pour que les entreprises puissent être reprises par les salariés plutôt que fermées en faisant des licenciés et des chômeurs. C'était quand même trois thèmes de la feuille de route qui étaient assignés au sommet social qui s'est ouvert en septembre dernier. Et on n'a rien retrouvé de tout ça le 11 janvier, quand l'ANI a été signé. Et c'était pas une feuille de route, c'était une sortie de route. Le texte qu'on a trouvé, c'était un texte... D'abord, c'était même... J'ai parlé des ANI de Matignon ou des ANI de Grenelle, là c'était l'ANI de Wagram, les locaux du MEDEF. Signé dans les locaux du MEDEF, sur du papier MEDEF, avec un stylo MEDEF, dicté par le MEDEF. Alors on me dit, oui mais c'est bien parce qu'il y a eu un dialogue social. Je vous le dis tout de suite, moi je suis pour le dialogue social. Je suis pour toutes les formes de discussion. Je suis un syndicaliste, beaucoup ici le savent, on cherche toujours à avoir... On discute, quand on a un rapport de force, quand on a fait une grève. Et si on peut signer un bon contrat, un bon accord, on le fait. Et parfois il arrive bien sûr que les accords soient meilleurs que les lois, quand vous avez eu le rapport de force localement.
Et puis quand vous ne l'avez pas, vous attendez que la loi vous donne satisfaction parce que le patron ne veut rien signer. Il y a toujours eu une synergie entre les contrats et les lois. Je vais vous donner la clé si vous voulez passer le concours d'inspecteur du travail. Il faut autant de contrats que possible et autant de lois que nécessaire. Bonne synthèse, hein, là vous aurez une bonne note. Autant de contrats que possible, c'est-à-dire chaque fois qu'on peut négocier, et il faut le faire, et compris même en tapant un peu sur la table, même en faisant un peu de grève, et même en ayant beaucoup de monde dans la rue, et puis on négocie, et on fait un contrat. Et puis ensuite, si on n'y arrive pas, le Parlement, quand on a la majorité, fait une loi. D'ailleurs, entre nous, hein, si on a eu les 40 heures, les 39 heures et les 35 heures, c'est par la loi. Hein. Parce que sinon, on pourrait toujours attendre que les patrons y signent. On l'aurait jamais eu. Si on avait attendu par le contrat d'avoir la sécurité sociale, on ne l'aurait jamais eu. Si on avait attendu par contrat d'avoir les retraites, on ne les aurait jamais eues. Si on avait attendu seulement pour les congés payés, on ne les aurait jamais eues. C'est les lois qui nous les ont données. Et heureusement, c'est parce qu'on est dans une république. Et donc il y a une prééminence du citoyen, des élus, des députés et des lois. Si maintenant on dit, parce que j'entends qu'on va avoir une réforme constitutionnelle qui dirait que la négociation sociale va être introduite dans la Constitution. Je ne suis pas contre que les négociations sociales soient respectées dans notre Constitution, bien sûr. La question c'est comment si c'est pour dire on ne fera de loi que s'il y a d'abord eu un accord des partenaires sociaux, alors là ça ne va plus. Parce que vous changez doucement de république quelque part. Ça veut dire que vous ne faites plus de loi que quand un corps spécifique, petite partie de la population est d'accord, c'est-à-dire les patrons. Bon, les patrons, c'est 1 200 000 personnes, mais il reste encore 66 millions de citoyens. Si c'est 1 200 000 personnes, s'ils signent et signent pas, vous faites une loi ou vous ne faites pas de loi, ça existait dans d'autres sociétés. Vous en citez une au Portugal, par exemple, sous Salazar, pendant 40 ans, il n'y avait que le contrat, parce que la dictature salazariste s'interdisait de faire des lois qui déplaisaient à Champalimaud et aux autres grands banquiers et grands patrons de combat du Portugal. C'est ce qui s'appelle du corporatisme. C'est parce que si vous dites on va plus signer que ce que le patron est d'accord, alors après vous signerez plus que ce que les enseignants sont d'accord, après vous signerez plus que ce que les médecins sont d'accord, après vous signerez plus que telle ou telle catégorie est d'accord, vous n'avez plus de citoyenneté universelle, et vous n'avez plus la même République. Le contrat doit forcément, à la fin, être subordonné à la loi. Forcément. Et c'est un grand enjeu de penser ça. Je dis ça, je suis en pleine actualité, hein, j'ai entendu que c'était au Conseil des ministres hier matin, et j'ai vu ce que donnait l'ANI. Parce que l'ANI, j'ai dit qu'il fallait négocier, bien sûr. J'ai dit qu'il fallait même des compromis. Moi, je suis pour les compromis. Je suis très loin d'être un ultimatiste excessif. Mais il faut des bons compromis. Matignon et Grenelle, c'était les bons compromis. On aurait pu peut-être obtenir plus en 36 et en 68, hein, mais c'était des compromis. Négociation, compromis, contrat. Et puis à la fin, c'est la citoyenneté. Quand c'est la gauche qui est au pouvoir, elle décide. Alors elle décide évidemment... on peut l'espérer dans le sens de la majorité et de ce que veulent les salariés. Les salariés, vous savez, c'est 93%. 93% des actifs de ce pays. Ça fait beaucoup réfléchir à ça parce que, vous savez, en 1945, ils étaient 55%. Le reste, c'était des agriculteurs, des artisans, des commerçants, comme on dit, professions libérales, indépendantes, ils faisaient 45%. Aujourd'hui, ils font plus que 7%. 93% c'est le salariat qui a gagné. Il est le plus fort. Il est décisif. Alors, c'est pour ça que le Code du travail l'est aussi, parce que quand vous changez quelques virgules du Code du travail, vous touchez 93% des actifs. Parce qu'on parle souvent des autres, mais 93%... attention, hein, le salariat, c'est les actifs, 93%, mais les jeunes, c'est des actifs, des salariés en formation. Les chômeurs, ce sont des salariés temporairement privés d'emploi. Et les retraités, ils vivent tous les jours grâce aux salariés, parce qu'il y a une transmission directe du salaire aux retraités en temps réel. Si je suis en retraite, je vous en remercie, cotisez. Cotisez. On est salariés massivement dans ce pays. Tout ce qui est produit dans notre pays, il est grâce aux salariés. Et les salariés qui produisent les richesses et qui n'en reçoivent pas la part qu'ils méritent. Faites attention au vocabulaire, hein. Parfois on vous dit un patron vous donne du travail.
Un patron, il ne vous donne jamais rien. Jamais un patron n'a donné quelque chose à son salarié. Jamais. Le salarié vend sa force de travail, le patron l'achète, lui donne du salaire et fait une marge dessus. D'ailleurs, s'il ne faisait pas de marge, il ne le prendrait pas. C'est donc quelque part le salarié qui donne quelque chose au patron et pas l'inverse. Vous savez, quand on se lève tôt le matin, je ne sais pas si vous... Écoutez, moi c'est France Inter, 7h20 le matin, Dominique Seux, je suis déjà en colère devant mon bol de café au lait, quand je les entends vous dire le contraire. Et quand je les entends maintenant vous dire l'ANI est un accord souple mais protecteur. Protecteur mais souple. Souple mais protecteur. Ils vous l'ont dit 70 fois, il y a quelqu'un qui a compté. Tous les journaux ont dit c'est un accord souple mais protecteur. Enfin, le dialogue social protecteur mais souple. Souple mais protecteur. Cherchez bien dans vos mémoires parce que vous n'avez pas entendu beaucoup d'autres choses sur l'ANI. Ah si, vous avez entendu dire « Ah, il y a une taxation des CDD ». Parfois, on vous a dit des CDD courts. Alors, vous pouvez vous dire assez naïvement, bah, c'est bien, il va taxer les contrats à durée déterminée. Mais si vous croyez ça, vous ne l'avez pas lu. Parce que 80% des contrats à durée déterminée ne sont pas concernés. Ceux qui, pour remplacement de salariés absents, ne le sont pas. Ceux qui sont dits contrats d'usage ne le sont pas. Or, il y en a dans 15 branches. Ceux de moins de 26 ans ne le sont pas. C'est une discrimination par l'âge. Ceux pour lesquels il pourrait y avoir d'autres négociations dans la branche par accord étendu ne le seront pas. Puis de toute façon, la taxation des 10 contrats à durée déterminée, je vous le dis tout de suite, elle est de 0,5 points, 1,5 points ou 3 points. Parce que tout contrat à durée déterminée a une prime de précarité. Alors elle est de 10%. Au-dessus, vous avez 4% qui va à l'allocation chômage. Donc tout contrat à CDD coûte 14% plus cher qu'un autre. Alors ça sera pour les contrats d'usage 14,5. Pour les contrats entre 1 mois et 3 mois, 15,5. Et pour les contrats de moins d'un mois, 17. Vous croyez que ça va être dissuasif pour un employeur, vous? 0,5 points? 1,5? Et qui va hésiter à prendre un CDD parce qu'il y aura 0,5 points de plus? Je vous dis non. Ça ne sera pas dissuasif. Pas du tout dissuasif. Pour 20% des CDD en plus, hein. 20% seulement. Alors, ceux qui défendent l'ANI vous disent, oui, mais en échange, on a mis que pour les jeunes de moins de 26 ans, si l'employeur le prenait en CDI, à durée indéterminée, alors il ne paierait plus d'allocation chômage pendant 3 mois. Enfin, 3 mois ou 4 mois. Ce qui correspond entre nous à la période d'essai, qui peut être de 2, 3 ou 4 mois. Ce qui fait que le 29e jour du 3e mois, le patron pourra le virer sans formalité, sans écrit, sans motif. Il n'aura pas payé les 10%. Et il n'aura même pas payé du tout d'allocation chômage pendant c'est avantageux. D'ailleurs, le patronat a fait le compte, parce que le MEDEF, dans la négociation qui a eu lieu dans ce fameux sommet social, a fait les comptes. La taxation des CDD coûterait 110 millions, la détaxation des CDI courts coûterait 155, apporterait 155 millions. 155 moins 110, c'est 45 millions dans les poches du patronat. Pourquoi ils ont fait les comptes? Pour pouvoir convaincre la CGPME de suivre le MEDEF. Enfin, dans la négociation, ils ont calculé tout de suite que cette taxation sur les contrats CDD des cours leur rapporterait. Alors, si vous écoutez Pujadas, Dominique Seux, Calvi, Longlet n'est pas mal non plus, vous parlez de la taxation des CDD, vous allez vous dire que c'est un bon ami. Non, il n'y a rien. Rien. Si vous voulez dissuader les employeurs de prendre des CDD, je vais vous dire comment faire. Mettez-les au moins au prix des heures supplémentaires. C'est-à-dire, mettez entre 15 et 25% au moins de majoration. Et surtout, mettez un quota. C'est-à-dire, pas plus de 5% par entreprise, motivé pour remplacement de salariés absents ou surcroît exceptionnel de travail. Parce que sinon, à Renaud-Douai, vous avez sur 4500 salariés, 1500 intérimaires. Et c'est pas un mode de gestion du personnel qu'on peut accepter. Parce que les CDD, ça a doublé dans les 20 dernières années. C'est presque 15% des contrats. Et on se demande pourquoi. Parce que ça touche les jeunes, ça touche les femmes, les immigrés et les seniors. Mais le corps du salarié, il est en CDI, évidemment. Entre 29 ans et 54 ans, c'est même 97% des contrats qui sont en CDI. Pourquoi les autres alors? Pour des raisons politiques. Parce que c'est ça qui fait courber les chines quand vous êtes en CDD. Parce que vous êtes en attente, parce que vous êtes menacé, parce que vous n'avez pas une sécurité même relative de l'emploi. Et que le CDD, c'est une volonté politique. C'est de flexibiliser. Et je vais vous dire tout de suite quelque chose. La flexibilité, ça ne fait pas de l'emploi. La flexibilité, ça ne permet pas de lutter contre le chômage.
plus il y a de flexible, et c'est valable dans tous les pays, plus il y a de chômage. Plus on vous flexibilise, plus l'économie recule. Ce qui marche bien, c'est quand les salariés sont bien formés, bien traités et bien payés. C'est là qu'une économie est compétitive. C'est pas quand on vous enlève des droits, on vous esclavagise quelque part que ça marche. C'est là où ça marche moins bien. Alors vous me direz, alors les patrons, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils parlent de compétitivité, puis ils font quelque chose qui est négatif pour la compétitivité. Oui, bien sûr. Ne les croyez pas quand ils vous disent qu'ils veulent la compétitivité. Parce que s'ils voulaient de la compétitivité, ils commenceraient par baisser leurs dividendes. Les produits seraient moins chers. C'est ça qu'il faut baisser, c'est le coût du capital, pas le coût du salaire. Et donc en vérité, ils ne veulent pas de compétitivité, ils veulent des marges, et ils veulent politiquement profiter de la crise pour s'assurer de votre discipline, de votre flexibilité mentale, et du fait que vous ne vous syndiquez pas trop, et que vous ne luttez pas trop. Ça c'est le premier point sur les CDD, je vais aller plus vite parce qu'il y a 27 points. 27, il y a 27 articles dans l'ANI, 27 articles. Et sur 27 articles, il y a 54 reculs. 54. Et il n'y a pas... J'ai cherché, hein. Moi, j'étais de bonne volonté. S'il y a eu un truc bien dans un coin, j'aurais dit, ah ça c'est bien, puis après j'aurais dit, le reste c'est pas bien. Il n'y a rien. Ah, rien. Ne vous laissez pas compter. Pas un article sur les 27 articles et sur les 18 articles de loi qui soit un progrès. Pas un. Le temps partiel. On dit, mais là, le temps partiel, c'est important parce qu'il y a beaucoup de femmes. Bah oui, bien sûr, il y a 3 700 000 temps partiels. 85% de femmes. 80% de non qualifiés. Alors on dit on va mettre un plancher parce qu'il y a trop de petits temps partiels, on va le mettre à 24 heures. Ça peut paraître bien. Il y a déjà eu un plancher, hein, il y a 20 ans, il était de 20 heures. C'est à ce moment-là que le temps partiel a quand même augmenté, il est passé de 11% à 17% des contrats. Mais bon, 24 heures. Mais si c'était un plancher encore, c'est pas un plancher, c'est une passoire. Premièrement, tous ceux et celles qui sont à temps partiel ne seront pas concernés, 3 700 000. Deuxièmement, les moins de 26 ans ne seront pas concernés. Haute discrimination par l'âge. Troisièmement, ceux qui voudront s'embaucher pourront demander à leur employeur d'avoir moins de 24 heures. Vous pensez bien que c'est l'employeur qui va le demander, c'est pas le salarié. Hein? Monsieur l'employeur, bonjour. Ah, je vous aurais bien pris, mais faites-moi donc une lettre demandant 18 heures, parce que je ne peux pas le faire si vous ne me faites pas une lettre. Vous allez la faire si vous voulez le boulot. Hein? Vous n'avez pas le choix. Et donc, c'est un élément de plus pour qu'on soit en dessous de 24 heures. Et ensuite, après, vous avez la possibilité pour les gens qui ont 2 contrats et qui ne veulent pas dépasser la durée pleine, d'avoir moins de 24 heures. Pour ceux qui ont plusieurs employeurs et qui veulent faire cohabiter leur contrat, d'avoir moins de 24 heures. Donc ça fait quand même beaucoup, puisqu'il y a aussi des branches qui pourront négocier. Les branches qui ont plus de 30% de salariés à temps partiel pourront négocier par accord étendu aussi des dérogations au plancher. Ça fait beaucoup. 80%, probablement 90% des temps partiels ne seront pas concernés par le plancher. Une passoire. Alors on dit oui, mais attendez, on va majorer les heures complémentaires des 10% de la première heure. Vous n'avez pas entendu Poujada vous dire ça, c'est parce qu'il ne rentre jamais dans les détails, cet homme-là. Sinon, il vous aurait dit, mais quelque part, on vous l'a dit le matin sur France Inter, mais oui, les heures complémentaires sont majorées de 10% dès la première heure. Écoutez-moi. Elles sont actuellement majorées de 25% après 1/10 des heures de votre contrat. C'est-à-dire si vous avez 24 heures, vous faites 2 heures 40, et bien là, ça commence à 25% pour les heures complémentaires. Les 2 premières heures ne sont pas majorées. Actuellement. Mais au futur, les 2 premières heures sont majorées de 10%. Mais il n'est plus question des 25%. Par conséquent, si vous passez à 25, 26, 27, 28, 29, 32 heures, eh bien vous gagnerez moins que ce que vous gagnez aujourd'hui, tel que c'est dans la formule actuelle. C'est renvoyé au débat et à la négociation, mais c'est pas tout pour le temps partiel. Parce que dans le débat, on avait réussi à faire en 1999, j'étais un tout petit peu pour quelque chose qui ait qu'une seule coupure par jour de 2 heures maximum. Parce que pour les caissières, on les monoprix, vous les font venir le lundi matin à 9h, 10h, ils vous les font revenir à midi, ils vous font revenir le soir à 18h, 21h, et elles ont une amplitude de journée de 12 heures, mais elles gagnent 5 heures ou 6 heures. Leur journée est bousillée, mais elles ont que 6 heures de boulot. Et ben, on avait dit une seule coupure de 2 heures. Dans l'accord, dans l'ANI, on va rediscuter du nombre des coupures et de leur durée. Le salaire sera lissé, vous ne serez plus mensualisé. C'est l'ANI qui le dit, sur l'année. Et le patron pourra, c'est l'ANI qui le dit, vous faire 8 paquets d'heures complémentaires par an, 8 fois. Imaginez que vous fassiez dans le premier trimestre, c'est vous qui allez lui faire une avance sur salaire, si vous voyez ce que je veux dire, avec un salaire lissé sur l'année.
Et ensuite, il y aura des modifications des délais de prévenance. Et les délais de prévenance, ça joue sur la vie personnelle. Parce que c'était de 7 jours dans la loi. Mais Fillon avait introduit que ça pouvait être de 3 jours par accord de branche étendu. En fait, ça se réduit souvent à ce que le vendredi soir, on vous donne un tout petit papier pour votre planning la semaine suivante. Si vous aviez prévu de voir le proviseur pour vos enfants ou d'aller chez le dentiste, c'est cuit d'avance. Vous êtes à la merci des desiderata du délai de prévenance. Et là, il y aura une rediscussion sur les délais de prévenance. Ça va finir par un texto. Ça va finir par un texto. On vous dira, hop, demain c'est telle heure. Donc vous êtes encore plus servile. Et je viens de vous dire 4 points qui sont prévus sur le temps partiel, qui vont faire reculer le droit des femmes à temps partiel. Je dis bien le droit des femmes, 85% du temps partiel. Subi, pas choisi, subi. Hein, si c'était choisi encore, subi. Eh bien voilà, ça c'est l'ANI. Mais ça, combien je viens de prendre? 4 minutes pour vous le dire, 5 minutes. Ça passe pas une radio, ça. Ça passe pas une télé. On vous a coupé avant que vous ayez dit ce qui arrive. On va dire, ah mais non, c'est bien, il va y avoir un plancher, 10% d'heures complémentaires. C'est tout ce que vous allez recevoir comme information. Il faut lire l'ANI pour voir la suite. La suite, troisièmement, c'est le contrat à durée indéterminé intermittent. Attendez, un des négociateurs syndicaux a dit le 9 janvier dans le Nouvel Observateur, je ne signerai jamais ça, c'est une brèche contre le CDI. Le 11 janvier, il a signé. Alors c'est à titre expérimental. Dans le chocolat, les articles de loisirs et la formation. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le chocolat, c'est tout l'agroalimentaire derrière. Parce que la formation, c'est tous les services derrière. Parce que les articles de sport, c'est tous les loisirs derrière. D'accord? Et donc, en fait, c'est une vraie brèche contre le contrat à durée indéterminée. Il va devenir intermittent. Pour être embauché 4 mois, étalé dans l'année avec un salaire lissé. Et il n'y a même plus les planchers dont on parlait précédemment. Et je vous signale que pour les employeurs, ça va être bon. Ils vont pouvoir faire des intérims. Parce que ça coûtera moins cher que les CDD. Et des CDI, parce que ça sera mieux que les temps partiels. C'est l'ANI. Lisez-le. N'écoutez pas ce qu'on va vous en dire. Regardez les détails, le diable est dans les détails. Le diable est dans les détails. Alors ensuite, après, on va vous dire, ouais, mais il y a une complémentaire santé. Voilà, vous êtes tous assis. Complémentaire santé qui viendrait pour les petites entreprises, surtout, qui n'en ont pas à l'heure actuelle. Alors écoutez bien le détail. Ça serait 50-50 payé par les employeurs et les salariés. Sachez qu'aujourd'hui, la moyenne de ce que payent les employeurs pour les complémentaires santé, c'est 57% et les salariés 43%. Là, ça sera 50-50. Le MEDEF a grappillé sur tout dans cet accord. Et là, il grappille. Ensuite, 2, ça sera pour un panier de soins réduit. N'allez pas croire que ça compensera ce que la sécurité sociale ne rembourse pas. Il y a même des exemples dans l'ANI. La lunette, pour l'année, ça sera 100 €. Même la CMU complémentaire dit que c'est à peu près 173 € par an pour lunettes. Dans l'ANI, la prothèse dentaire, ce sera à rembourser, ils disent-ils, je n'ai plus qu'ils se sont fait avoir, 125% de taux de remboursement. Ah ouais, d'accord. C'est-à-dire en gros 125 €, alors que la CMU complémentaire est autour de 157 €. C'est-à-dire moins bien comme panier de soins que ce qui existe déjà dans quantité de mutuelles, de caisses. Et puis ça suffit les caisses. Pourquoi on empile la sécurité sociale, les mutuelles, les caisses complémentaires, les caisses de prévoyance et les assurances? Pourquoi s'il y a des milliards, 4 milliards ils disent là, pourquoi ils ne vont pas à la sécu? Dites-moi pourquoi ils ne vont pas à la sécu. À quoi ça sert s'il y a de l'argent de le mettre ailleurs? Pourquoi ça sert, ça ne va pas dans les caisses sécu? Ben, je vais vous dire. Parce qu'ils se sont battus même entre les syndicats qui ont signé l'ANI et le patronat sur qui allait décider d'où va l'argent. En général, ça se décide au niveau des branches. Au niveau des branches. Là, ça va se décider au niveau de l'entreprise par le chef d'entreprise. Là, il n'y a plus de dialogue, là. Il n'y a plus de dialogue social, il n'y a plus de contrat. C'est le chef d'entreprise qui va décider où va l'argent. Et figurez-vous que AXA, Alliance, Generali, ils ont sablé le champagne le soir de la signature de l'ANI. Parce que c'est pour eux. Parce que ça sera en 2016. Ah oui, ne croyez pas que c'est tout de suite la complémentaire santé. Parce que ne croyez pas non plus que beaucoup de choses de l'ANI s'appliquent maintenant. Presque tout est soit dans la deuxième partie 2013, soit en 2014, soit en 2016. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement rien qui pèse contre le chômage aujourd'hui, ou qui vous fait avancer aujourd'hui. Là, ce sera pour le 1er janvier 2016, les complémentaires décidés par les employeurs où va l'argent. Et pourquoi en 2016? Parce qu'il y a une directive européenne qui s'appliquera. Et cette directive européenne permet
que les URSSAF, écoutez, les URSSAF n'aient plus le monopole de la collecte des cotisations sociales. C'est comme les trains privés sur les rails SNCF. C'est comme ceux qui vous ont vendu du gaz là contre EDF ou de l'électricité contre RDF. C'est-à-dire que des assurances, pour venir voir l'employeur, ils mettent en place les prospecteurs et les prospectus. Parce que vous allez en recevoir, qui iront voir l'employeur en disant « Vous n'êtes plus obligé, vous êtes obligé de verser les cotisations sociales, mais vous n'êtes plus obligé de le faire à l'URSSAF. Je vous propose de les collecter. » J'aime mieux vous dire que ça, c'est une destruction progressive, lente, mais sûre, de la sécurité sociale. Et que si vous avez derrière la complémentaire santé le choix au niveau de l'entreprise qui n'est plus au niveau de la branche, alors à la mise en concurrence, comme ils disent dans leur jargon, de la sécurité sociale sera complète. C'est ça la NII. C'est pas la complémentaire santé que vous vend Poujadas. N'allez pas croire une seule seconde qu'il y a un progrès dans la complémentaire santé. C'est moins bien, je le répète, que la CMU complémentaire. C'est plus cher pour le salarié. Le panier de soins sera plus petit et ça ira dans les caisses des assureurs privés, des grosses assureurs privés. Et ça sera un coup contre la sécurité sociale. Ah oui, mais attendez, il y a la sécurité sociale professionnelle. Vous avez dû entendre ça quand même. Vous avez bien vu un tract qui vous dit, mais il y a la sécurité sociale professionnelle, on l'a dit, c'est bien. Allez. 20 heures par an plafonnées à 120 heures. C'était déjà le DIF, ça s'appelait DIF, droit individuel à la formation. Sauf que c'était plafonné en 6 ans. 20 heures par an, 120 heures plafonnées en 6 ans. Maintenant, vous avez de la chance, vous aurez le droit de le déplafonner sur 42 ans. Toute votre vie. 120 heures sur toute votre vie. Ah, c'est un grand progrès. Et en plus, vous aurez un petit truc, il va y avoir un pass. C'est-à-dire que pour vous balader éventuellement d'une entreprise à une autre et avoir vos heures de formation, vos malheureuses 120 heures, vous aurez un livret, vous savez, comme au 19e siècle, qui vous suivra d'une entreprise à l'autre, vous présenterez à l'employeur pour attester que vous avez bien encore droit à quelques heures de formation professionnelle. Je ne vous conseille pas d'avoir un tel livret si vous êtes obligé d'avoir une mobilité professionnelle très poussée. Hein, on s'est battu dans le passé, nos aînés sont battus pour qu'il n'y ait pas de sorte de livret. Ça relève aussi d'une directive européenne. C'est pas derrière la formation sociale professionnelle. Ça n'a rien à voir avec la formation sociale professionnelle pour laquelle on lutte, bien entendu. Chômage partiel. Alors, dans l'ANI, ça ne s'appelle plus chômage partiel, c'est disparu. Ça s'appelle activité partielle. Comme ça, vous ne serez pas dans les statistiques sous l'étiquette même chômeur partiel. Activité partielle. Sarkozy avait fait ça. Miller. Alors Miller, c'était surtout dans l'automobile d'ailleurs, où ça s'était bien développé, parce que vous avez eu presque 600 000 salariés qui étaient au chômage partiel en 2009-2010, et l'État payait 300 millions d'euros pour que les gens travaillent moins. Superbe, hein. Le mec, il était pour travailler plus, pour gagner plus, et il verse de l'argent pour que les gens travaillent moins en gagnant moins. C'est extraordinaire. Et sur l'automobile, ça a été un succès complet du point de vue des constructeurs automobiles. Parce qu'en fait, ils ont, quand la crise est arrivée, fait baisser l'activité. Les salariés ont gagné moins. L'État a versé pour le chômage partiel. Ils ont épuisé leur stock. Et ils ont vendu sans en produire de nouveau. Pas de plan social à payer. Pas de difficulté. Mais vous direz, les gens n'avaient pas beaucoup de sous du coup pour acheter des voitures. Alors l'État fait une prime à la casse. 6,5 milliards de prime à la casse pour que les gens achètent les voitures. Par les salariés, il n'y avait plus d'argent pour les acheter parce qu'ils en fabriquaient moins et ils gagnaient moins pendant le temps qu'ils en fabriquaient moins. La totale. Et maintenant, le chômage partiel apparaît... Oh, pardon. Activité partielle. Souple mais protecteur. Apparaît comme la nouveauté. Sauf que ça va être 2 fois 900 heures. Ah oui, il ne faut pas le chercher dans l'ANI, c'est l'annexe de l'ANI. Là, parce que sinon, ça, encore une fois, c'est pas Poujadas, hein, ni Dominique Seux. Et les 900 premières heures, vous pourrez faire de la formation obligatoire. C'est l'employeur qui va le décider. Mais vous serez, au lieu d'avoir 75% de dédommagement, vous serez plus qu'à 70 900 premières heures, et vous serez de 75 à 65% dans les 900 heures qui suivent. Ils ont même pensé à diminuer l'argent versé pour la formation de ceux qui seront forcés d'être en activité partielle. Il n'y a pas que ça, il y a des petits détails. Et ils ont baissé, par exemple, un peu après, le rôle des CHSCT, les comités hygiène conditions de travail. Le CHSCT, normalement, à la base, dans une unité, dans un établissement, il peut regarder les conditions de travail, sécurité, tout. Là, l'employeur pourra, si c'est une boîte d'une certaine taille, passer au-dessus de 20 CHSCT, empêcher qu'il y ait des expertises demandées à la base dans l'unité, dans l'établissement. Qu'est-ce que ça a à voir avec le chômage, là?
Qu'est-ce que ça a à voir avec un sommet social? Qu'est-ce que ça a à voir avec la lutte pour l'emploi? Qu'est-ce que ça a à voir avec la modernisation d'empêcher à AZF qu'on ait un CHSCT sur place pour la sécurité et les conditions de travail et qu'il faille qu'à un niveau de 20 établissements, l'employeur prenne en main les choses en court-circuitant les expertises? Il n'y a pas que ça dans l'ANI. Ils ont même prouvé que les CE, quand ils demanderaient, les comités d'entreprise, quand ils demanderaient une expertise, maintenant ils paieraient 20% sur leur caisse de fonctionnement pour l'expertise. Avant c'était payé par l'employeur. Là 20% sera pris en charge par le CE. Vous me dire, mais qu'est-ce qu'a inventé ça? À quelle nuit c'était rue de Wagram? Où il y a quelqu'un qui a dit, ah je vais grappiller 20% sur tous les CE de France. Je vais leur prendre 20% quand ils feront une expertise. Ça a à voir avec quoi? Avec le sommet social? Avec les exigences de l'emploi? Avec les 5 millions de chômeurs qu'on a? Avec les 10 millions de pauvres? C'est même incohérent. C'est choquant intellectuellement d'arriver à vous enlever un bout de CHSCT, un bout de comité d'entreprise, à vous foutre un bout de CDI intermittent. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Ah mais c'est pas tout. Ils ont baissé, parce que là je suis en train d'aller crescendo. J'ai commencé par ce qui était le moins important. Et donc j'arrive par exemple aux informations. On donne des informations normalement dans le code du travail aux IRP. Alors IRP, institution représentative du personnel. Normalement c'est un peu compliqué dans le code du travail, il y en a un certain nombre d'entre vous qui sont des syndicalistes, ils savent qu'il y a une liste de documents sur le bilan social de l'entreprise, sur la comparaison des salaires hommes-femmes. Tiens, comparaison des salaires hommes-femmes, il n'y a pas un mot sur l'égalité professionnelle hommes-femmes dans l'ANI. Ça n'aurait pas venu à l'esprit d'en parler. Hein, il y a 27% d'écart entre les salaires des femmes et des hommes, il n'y a rien là-dessus. Enfin, des documents doivent être donnés dans l'entreprise pour comparer. Il doit y avoir des documents sur les précaires, le nombre de précaires. Il doit y avoir des documents sur le devenir de l'entreprise, sur les investissements. Il doit y avoir des documents sur la gestion de l'entreprise. Tout ça, c'est une liste de documents qui sont donnés aujourd'hui dans le code, à date fixe, avec des intitulés précis, tous les trimestres, tous les semestres ou tous les ans. Voilà, tout le monde sait ça. C'est fini. Tout ça va être remplacé par une base de données unique, au fil de l'eau. Alors, l'employeur devra mettre toutes les informations, mais ça ne sera plus avec un intitulé, ça ne sera plus avec une date, ça sera dans une base de données unique. Je vous promets pour les syndicalistes que vous saurez tout le 31 décembre, la veille du réveillon au soir. Et si vous ne savez pas tout, il faudra saisir le juge au référé, parce que ce sera l'année suivante, et la base de données unique sera encore fluctuante et floue pour l'année suivante. C'est-à-dire que vous allez y perdre en information. Vous allez y perdre en information. Et ça ne fait rien, nous dit-on, vous aurez des droits rechargeables pour le chômage. Alors, il y a des gens qui croient, oui, mais quand même, il y a des droits rechargeables pour le chômage. Sans savoir bien ce que c'est, d'ailleurs. Au fait, qu'est-ce que c'est des droits rechargeables pour le chômage? Alors, c'est un peu dur. Alors, admettons, par exemple, quelqu'un a été licencié, il a droit à 8 mois d'indemnité. Vous êtes tous comme moi dans cette salle. Hein. C'est un dû. C'est pas une assistance. Hein. Parce que c'est une assurance, le chômage. Quand on a une assurance, on a payé une assurance, on a droit à des indemnités. Hein. On ne les vole pas. Hein. On les a payées, on a cotisé. C'est un dû. C'est pas une assistance, c'est pas une aumône. C'est un dû, un droit. 8 mois, vous avez. Et alors, il y a le soupçon qu'un chômeur, il irait jusqu'au bout, forcément, de ces 8 mois pour pas travailler, quoi. Hein. Alors, pour lui permettre, avant les 8 mois de travailler, si on lui propose un boulot qui pourrait ne durer que 2 mois. Alors, il fait 2 mois, on va lui proposer un boulot de 2 mois, et quand il revient, il retrouve ses droits anciens. Oh, entre nous, c'est quand même normal. Si vous me vantez ça comme une trouvaille, droit rechargeable. Pour recharger. Ouais. Mais il y a une expression terrible dans l'ANI. Ils vous disent au fil de l'eau, ex post. Alors là, vous allez au fil de l'eau, ex post. Il faut lire, hein. Fil de l'eau, qu'est-ce que ça veut dire? Pôle emploi, ils vous le diront, s'il y a quelqu'un du Pôle emploi. C'est que vous n'allez pas dépenser un sou de plus au Pôle emploi pour ça. Il faut que ça soit au fil de l'eau. Ex post, c'est qu'on va a posteriori vérifier qu'il n'y a pas de dépenses supplémentaires par là. Et en plus, c'est pas dans l'ANI vraiment. Parce que c'est renvoyé à la convention UNEDIC qui sera discutée en juillet. Tout ce que je viens de vous dire, c'est pour rien. Tous ceux qui vous parlent d'un droit rechargeable, ils ne savent pas, c'est un droit déchargeable, pas rechargeable. Et ils ne savent même pas que c'est pas dans l'ANI, puisque c'est renvoyé à une autre négociation, qui elle-même va dire que si jamais ça coûtait un tout petit peu plus cher, c'est ce que Parizeau a dit,
Il faudra une dégressivité à nouveau des indemnités chômage. Rien, vous n'avez pas un acquis derrière le droit rechargeable au chômage. Et pourtant, on va vous soriner les oreilles. J'ai déjà entendu 5 radios vous le dire. 10 à 15, 20 articles de presse vous dire qu'il y a des droits rechargeables pour le chômage. Ils sont déchargeables, vous n'aurez pas un centime de plus. Et si ça se trouve, ça va finir par des indemnités dégressives à nouveau. Ah oui, mais vous allez me dire, mais non, il va y avoir des membres, des salariés au conseil d'administration. Ah bon, moi, je suis pour. Comme vous tous, probablement, c'est mieux si on est bien représenté au sommet des boîtes pour contrôler ce qui se passe. C'est pour les entreprises de plus de 10 000 salariés qui en ont 5 000 au moins en France. On a calculé, il y en a 229. Vous n'allez pas croire. Il y a 1 200 000 entreprises, mais il y a 229 qui sont concernées. Mais c'est pas tout. On ne sait pas comment le salarié y arrivera. Et sera-t-il élu, désigné, coopté, c'est pas précisé. Une seule chose, 2 choses sont précisées. La première, c'est qu'il ne faudra pas qu'il ait d'autres mandats. Ni DP, ni CHSCT, ni CE, aucun autre mandat. Et la deuxième chose, c'est qu'il sera soumis à confidentialité pour ce qu'il y appendra, sur les sujets que l'employeur décidera et le temps que l'employeur le décidera. Alors, c'est là qu'il y a l'escroquerie. Dans les télés, on va vous dire, ah ben voilà, il y a des membres au conseil d'administration. Vous vous dites, ah, quand même, il y a peut-être des choses que je critique trop dans Stani. Il est peut-être souple, mais quand même protecteur. Il y a des membres au conseil d'administration, je viens de vous dire, c'est rien. Rien. Mais on n'est pas tout. On arrive à la mobilité interne, volontaire, et la mobilité externe, volontaire. Alors, si vous n'êtes pas bien trempé, je vais vous dire d'abord une chose. En droit du travail, il n'y a pas de volontariat. Ça n'existe pas. Quand Sarkozy disait « vous aurez la liberté de faire des heures supplémentaires », il mentait. Il aurait été recalé à n'importe quel examen primaire en première année de fac en droit du travail, parce que ce qui caractérise un contrat de travail est un lien de subordination juridique permanent. Lien de subordination juridique permanent. Quand vous êtes dans l'entreprise, il n'y a pas de citoyenneté, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'égalité, vous êtes subordonné. C'est l'employeur qui décide de la naissance du contrat, de la gestion du contrat et de la rupture du contrat. Et c'est quand on vous dit vous aurez la liberté de travailler le dimanche, ça n'existe pas. Vous travaillerez le dimanche selon le volontariat, ça n'existe pas. Vous êtes subordonné. Et c'est même pour ça qu'il y a une contrepartie qui s'appelle Code du travail. C'est la contrepartie à la subordination. À tel point que Madame Parizeau, l'année dernière, avait fait un colloque à Paris sur le thème, c'était la soumission librement consentie. L'idée était que si vous êtes soumis librement, vous n'avez pas besoin de contrepartie. Donc on vous enlève tout le code du travail. Voilà. Et vous savez, c'est pour ça qu'idéologiquement, souvent, ils vous disent vous êtes des collaborateurs. On vous a déjà dit ça. Moi quand je rentrais dans une entreprise, il y avait toujours une DRH qui disait bonjour monsieur l'inspecteur, je vous présente mes collaborateurs. Moi, à chaque fois que je faisais l'âne, je disais pourquoi ils sont clandestins, vous ne les avez pas déclarés, ils ne sont pas sur le registre du personnel. Ah mais si monsieur l'inspecteur, si, ils sont salariés, bah, pourquoi vous les appelez collaborateurs? On ne peut pas être à la fois collaborateur et subordonné. Ça colle pas, quoi, en langue française. Puis, de toute façon, dans le code du travail, il n'y a jamais le mot collaborateur. Vous vous rendez compte, si on avait mis le mot collaborateur en 1945, 46, le code du travail, quel effet ça aurait fait? Et oui, mais le truc du collaborateur, c'est pour essayer de vous faire croire que vous êtes dans le même challenge, comme ils disent, le même défi. Hein, vous êtes dans la même entreprise, enfin dans le même bateau avec le patron, quoi. Enfin, jusqu'à ce que le patron il parte avec le bateau, vous restez amarré sur le quai au Pôle emploi, vous vous rendez bien compte que vous n'êtes pas collaborateur mais subordonné. C'est important de le dire à ce stade, parce que l'ANI essaie de vous faire croire qu'il pourrait y avoir des mutations externes volontaires. Alors là, touchez-vous le front. Hein. Vous aurez le droit, si votre employeur en est d'accord, d'aller dans une autre entreprise. Je ne vous conseille pas forcément. Hein. Le temps que, enfin, en vous mettant d'accord avec, alors, l'ancien employeur, le nouvel employeur, et vous pourrez revenir en accord avec l'ancien employeur, et vous aurez droit à un poste similaire. Pas identique, hein, similaire.
Et si ça ne colle pas au retour et que ça ne marche pas, vous serez présumé démissionnaire. Je ne sais pas si vous voyez le nombre de gens qui vont se sentir concernés, hardis, d'aller volontairement dans une autre entreprise avec l'accord de leur employeur, l'accord du deuxième, pour revenir dans un poste similaire sans qu'on soit obligé de vous majorer pour quoi que ce soit que vous ayez appris en matière de formation. Et si jamais ça ne marche pas, vous vous retrouvez démissionnaire. Je prétends même que c'est anticonstitutionnel. Parce qu'on ne peut pas préjuger de la démission. Et on ne peut pas préjuger de la nature de la rupture du contrat dans une circonstance comme ça. Mais ça fait rien, ils l'ont mis dans la ligne. C'est écrit. C'est écrit, c'est signé. Alors il y a une mutation interne maintenant, volontaire. Alors vous faites un accord d'entreprise. Alors un accord d'entreprise, il faut qu'il y ait un syndicat qui signe, qui représente 50% des salariés. Mais, alors bon, je sais pas, mettons, monsieur le délégué CFTC, je suis employeur. Alors je vous propose de signer un accord pour les mutations internes volontaires. Oh là, le délégué CFTC n'est pas sûr. Bon, on va réunir tout le monde, puis on va leur dire que sinon je mets la clé sous la porte. Les salariés vont avoir peur, évidemment, c'est le canon sur la tempe. Ils vont dire au délégué CFTC signe. Et alors ils seront à ce moment-là mutés. On pourra les changer de poste. On pourra les changer quasiment de métier. On pourra les changer d'établissement, de lieu de travail. Parce qu'il y a une discussion dans ce fameux sommet social pour savoir si le changement pourrait être à 30 km. À un moment donné, ils ont dit 300 km. À un autre moment donné, ils ont dit 500 km. Et à la fin, ils n'ont plus rien mis du tout. On peut vous envoyer n'importe où sur le territoire dans le cadre du plan de mutation interne volontaire suivi d'un accord majoritaire dans l'entreprise. N'importe où. Cherchez pas si vous ne me croyez pas. C'est ce qui a été fait notamment pour France Télécom. C'est ce qui a été fait dans plusieurs grandes sociétés qui se sont transformées de cette façon-là. C'en est fini des grilles de métiers, de qualification, niveau, coefficient, avec votre déroulement de carrière. On peut, avec un accord de ce type, vous êtes déjà depuis 20 ans dans la maison, on dit non, non, on n'a plus besoin de ça, tu vas là-bas. Le là-bas, c'est l'autre bout du territoire, c'est une autre filiale du groupe, et vous n'avez rien à dire, précise l'ANI, parce que si vous refusez, vous serez licencié pour motif personnel, et ce sera une cause réelle et sérieuse. Même pas un plan social, hein. Pour motif personnel, cause réelle et sérieuse. C'est un deuxième endroit où je vois que c'est anticonstitutionnel. Mais ils l'ont mis dans l'ANI. Ils l'ont signé. Et là, il faut aborder tout de suite une chose qui va être sur ce point-là, puis sur les deux suivants. C'est qu'il y a eu déjà des possibilités prévues dans le Code du travail par la droite de dérogation au niveau d'une entreprise. Ce qui remet en cause ce qu'on appelle la hiérarchie des sources de droit. Alors qu'en fait, la hiérarchie des sources de droit, c'est l'ordre public social. Vous avez des lois cadres, des lois, des ANI, des accords nationaux interprofessionnels, des accords de branche, puis des accords d'entreprise. On descend. Et en gros, l'ordre public social républicain se diffuse de haut en bas, et même dans la petite entreprise, à la fin, c'est le principe de faveur qui l'emporte. C'est-à-dire c'est le texte le meilleur qui a été signé, qui s'applique à vous, salariés. Ça, c'est la hiérarchie qui existait des sources de droit avant la loi Fillon du 4 mai 2004. Parce que le 4 mai 2004, Fillon a permis qu'un accord d'entreprise puisse déroger à un accord de branche, qui déroge à un accord interprofessionnel, qui déroge à une loi si celle-ci le prévoit. C'est ce qu'on appelle inverser la hiérarchie des sources de droit. Mais ça veut dire que vous pouvez, au niveau de l'entreprise, arriver à des aspects de défaveur par rapport à l'ordre public social. On vous impose des misères, quoi. Moins de salaire, moins de droits, moins de ceci, moins de cela, etc. sur la base d'accords d'entreprise. Alors, quand Fillon avait fait ça, enfin, si vous voyez, c'est un peu comme un sucre quand vous le mettez dans le fond de votre tasse à café, il reste un petit peu de café, vous mettez un sucre, vous voyez encore les arêtes blanches du haut du sucre, mais il est en train de fondre par le bas. Hein, c'est ça l'idée d'un principe de défaveur et d'accord d'entreprise dérogatoire. Mais Fillon, il avait dit, ou laissé faire, continuer, le fait que le salarié pouvait invoquer son contrat de travail et dire « moi je refuse ». Et qu'à ce moment-là, il n'était pas dans son tort, il pouvait faire valoir qu'il ne voulait pas la baisse de salaire, la dérogation qu'on lui imposait, la mutation, peu importe,
et qu'à ce moment-là, c'était l'employeur qui était confronté à cette situation, il pouvait le licencier, mais avec ses droits. Il lui disait, monsieur le salarié, je suis dans une difficulté économique, je vous licencie pour licenciement économique et vous aurez des droits prévus par le Code du travail ou et la convention collective, parce que vous refusez l'accord dérogatoire d'entreprise. C'était comme ça. Maintenant, c'est plus comme ça dans l'ANI. C'est-à-dire que si le salarié invoque son contrat, il est dans cette heure. Il ne peut plus invoquer son contrat et refuser la dérogation de l'accord de mutation volontaire interne qui serait susceptible de sortir d'un accord collectif. Et là où ça se gâte, c'est dans la partie suivante. J'ai dit que je faisais du crescendo. Hein. Là où ça se gâte, c'est quand vous arrivez au pacte dit de maintien de l'emploi. Alors l'année dernière, ça me fait mal au cœur de le dire. Vraiment. L'année dernière, il y a eu Sarkozy qui a proposé des pactes de compétitivité. Vous vous en souvenez, c'était le 31 janvier. Et il a dit, quand une entreprise sera en difficulté, elle pourra baisser, faire varier les horaires. Et c'est devenu une loi d'ailleurs, c'est la loi du député Warsmann. Loi Warsmann. Elle est au journal officiel, pour ceux qui veulent chercher le sujet, du 22 mars 2012. L'article 40 de la loi Warsmann prévoyait qu'il puisse y avoir, dans le cadre d'une entreprise avec des difficultés conjoncturelles, qu'il puisse y avoir des variations d'horaire pendant une période d'1 an. L'ANI, c'est pendant une période de 2 ans, c'est la variation d'horaire et la variation de salaire. Et si vous la refusez, même peine, même sanction, vous ne pouvez pas invoquer votre contrat compte, vous êtes licencié sec. C'est-à-dire que vous aurez strictement vos droits, il n'y aura pas de plan social, même si vous avez 40 personnes qui refusent, parce que jusque-là, quand vous aviez un paquet de 9, ça enclenchait un plan social, il n'y aura pas de plan social. Donc, quand il y aura un accord, monsieur le délégué CFTC, je suis patron, je suis en difficulté conjoncturelle. Mais toutes les entreprises vont toujours vous dire qu'elles sont en difficulté conjoncturelle. Qu'est-ce que c'est une difficulté conjoncturelle? Vous aviez 15% de marge, vous tombez à 13%. C'est une difficulté conjoncturelle. Pour rétablir ma marge de 13 à 15, eh bien je vous propose de faire baisser votre salaire, de faire varier vos horaires, à la suite d'un accord collectif que monsieur le délégué CFTC a bien voulu signer avec moi. Et si vous refusez individuellement, vous avez beau être 40 dehors. C'est pas rien quand même. Pas rien. Ça s'appelle pacte de maintien de l'emploi. C'est pacte de chantage à l'emploi. C'est pacte de remise en cause des droits des salariés. Depuis des décennies, ce que je vous ai dit sur le Code du travail, c'était pas possible ça. Pourquoi ça le deviendrait? Expliquez-moi. La France n'a jamais été aussi riche. N'allez pas me faire croire que la crise, elle a bon dos, la crise. Les banques l'année dernière, elles se sont fait 18 milliards de dividendes. Le CAC 40 l'année dernière, sur 87 milliards, ils se sont fait 36 milliards de dividendes. Donc elle a bon dos, la crise. Pourquoi impose-t-on un tel système? À quoi ça rime? Ça va sauver un emploi, ça? Même pas. Parce que les entreprises comme Bosch, il y a 10 ans, qui avaient signé des accords de ce type, de leur propre volonté des employeurs, sans qu'il y ait de loi à l'époque, ça n'a pas empêché qu'ils ont quand même perdu leur boulot, leur salaire, etc. Continental, ils avaient signé de la même façon, qu'ils allaient travailler dans la... Ils ont perdu après. Et vous croyez qu'il y aura... Alors, Madame Parizeau, elle a une formule extraordinaire, elle dit, mais quand ça sera fini, la période de 2 ans, ça sera à meilleure fortune. Vous avez déjà vu l'employeur revenir en disant, j'ai une meilleure fortune, je vous rends mes sous? S'il y en a un, mentionnez-le moi, hein. Il y en a un quelque part qui a fait ça, une entreprise où on me dit, elle a fait ça, puis ensuite elle a redonné des sous aux salariés après avoir redressé la barre. Il n'y en a pas. C'est jamais arrivé. Ça n'arrivera jamais d'ailleurs. C'est la loi du profit maximum, c'est pas la loi de la redistribution qui l'emporte. Alors après, bien, j'ai dit, c'était crescendo. Les plans sociaux, c'est-à-dire les plans de licenciement. Jusqu'à présent, vous aviez 3 CE. C'est parfois un peu compliqué. Mais enfin, vous avez le CE où vous pouvez présenter une alternative selon le livre 4. Vous avez une CE où vous étudiez le nombre de postes, suppression d'emplois qui sont possibles s'il y a une difficulté. Puis vous avez le CE après, où vous avez les noms des salariés, et vous étudiez la liste de ceux qui devraient ou peuvent ou sont imposés au licenciement. Écoutez, un des éléments les plus réacs de cette année, c'est qu'il y a des critères dans le Code du travail pour les licenciements, pour le 3e CE. Parmi le premier critère, c'était
les charges familiales et la situation de famille et les difficultés sociales dans lesquelles se trouvaient les salariés. Donc c'est le premier critère qui était protecteur. On invoquait celui-là, on disait non, celui-là il est à 55 ans, regardez, on peut pas, il est écarté de la liste des licenciements. Critère social, critère charge de famille. C'était le premier critère. Ça faisait depuis 1945 que c'était ça. Et bien dans l'ANI, ils l'ont viré ce critère. C'est plus le premier critère. Vous pouvez plus l'invoquer pour protéger quelqu'un. Ça va être un critère de compétence. Compétence. Nous refusons, nous autres syndicalistes, la notion de compétence. Nous préférons la notion de qualification, d'acquis de l'expérience, basée sur des diplômes, basée sur des grilles de métiers, avec des niveaux, des qualifications, des coefficients et des échelons. Compétence, c'est la tête du patron. Alors toi, tu es compétent, toi, tu ne l'es pas. Tu étais compétent hier, mais tu ne l'es plus aujourd'hui. La compétence, ça ne veut rien dire. Vous ne laissez pas abuser par le mot compétence. C'est un truc pour vous virer quand il voudra. Et ça enlève le critère de protection sur les charges de famille. Ça se glisse là-dedans. Mais on arrive encore mieux. C'est que le patron pourra court-circuiter les 3 CE dont je viens de vous parler et faire son propre plan à sa sauce. Comme on fait une cuisine tambouille. Il pourra raccourcir les délais. Il pourra diminuer les informations. Il pourra se garder d'avoir l'accord, évidemment, du CE. Et il pourra licencier en 21 jours. 21 jours. Croyez-moi, les luttes qu'il y a en ce moment, hein, à Renault, à PSA, à Goodyear, à Mittal, à Pilpa, à Fralib, des dizaines de luttes encore. Elles durent depuis très longtemps. Fralib, par exemple, ils ont lutté 884 jours. Et au bout de 884 jours, la semaine dernière, le juge a dit la procédure était fausse, on la recommence à zéro. Et ils ont un nouveau temps pour pouvoir mobiliser et essayer de défendre leur boulot. Là, c'est 21 jours. C'est-à-dire que l'employeur consulte son CE, il se fout de la vie, il consulte. Consulte. Oui, non, consulte. Et il passe un accord d'entreprise, monsieur le délégué CFTC, c'est ça, ou alors je mets tout le monde à la porte tout de suite, la clé sous la porte, j'éclaire la faillite, vous n'aurez rien. Donc c'est même pas le revolver sur la tempe, c'est le canon en face de la figure. Et dans ce cas-là, vous dites, bon bah oui, d'accord. Et 21 jours, vous êtes dehors. Mais ça ne marchera pas toujours. Parce que vous ne trouverez pas toujours le délégué CFTC pour vous signer. Alors, il y a une variante qui est prévue dans l'ANI, qui est les plus vicieuses. Parce que moi, on m'a dit, ben, ça sera le contrôle de l'inspection du travail. Mais pas du tout, n'allez pas croire ça. Poujadas vous ment encore, l'anglais aussi. Ça sera l'homologation par le direct. Les gens ne savent pas. Il n'y a plus de directeur départemental du travail. C'est un direct, ça s'appelle comme ça, un directeur, une sorte de sous-préfet, un monstre administratif qui contrôle tous les services de contrôle. Et il n'est même plus issu de l'inspection, il est nommé par le haut. Il n'a jamais mis ses pieds dans une boîte. C'est pas le contrôle de l'inspection du tout, n'allez pas croire ça, même quand on vous le dira. Le direct pourra homologuer le plan que le patron aura concocté. Homologué. Faites bien attention, il ne va pas en critiquer la source. Il ne va pas contester son origine. Il n'aura pas un avis sur les questions économiques. Il homologuera le déroulement d'une procédure en 21 jours. Si le direct n'y arrive pas, mettons qu'il mette 22 jours, ça voudra dire oui, s'il dépasse le délai de 21. Et s'il y arrive dans le délai de 21 jours, le plan social peut s'appliquer dès le 22e. Expédié. C'est des plans sociaux accélérés, quick, rapides. C'est-à-dire que nous voulions quelque chose qui contrôle les licenciements et nous avons quelque chose qui facilite les licenciements. Moi, je parle pas du travail, moi. Je fais pas du discours. Je vous dis ce que ça va être. C'est-à-dire qu'à l'arrivée, quand ça sera en place, si par malheur c'est en place, si par malheur les parlementaires n'amendent pas ça, si par malheur on ne se mobilise pas pour empêcher tout ça, à la fin de l'année, le MEDEF fera plan social sur plan social à toute vitesse. Et moi je sais en plus, j'ai discuté avec Michel Sapin qui me dit, mais enfin quand même, par l'homologation, le direct, ça sera quand même l'administration, on pourra stopper les plans sociaux. Je vais même donner un crédit. Mais attendez que la droite revienne, vous allez voir, pas avec cette procédure, ce qui va vous arriver. Vous n'en aurez même plus un seul qui sera discutable. Ça sera tout en 21 jours. Vous n'aurez plus de défense, vous n'aurez pas le temps de vous mobiliser, que vous serez déjà dehors.
C'est pas du tout ça qu'on entendait par contrôle administratif sur les licenciements boursiers. C'était protéger les salariés. Là, c'est souple et souple. Souple et souple. Pas protecteur. Pas protecteur une seule fois. Alors vous me direz, bon, mais il va y avoir des recours. Devant le tribunal administratif. Pas devant les prud'hommes. Puisque c'est une décision d'homologation par l'administration et le direct, vous allez devant le tribunal administratif, vous n'allez plus devant le tribunal pénal. Il y a une méfiance par rapport au juge. Non seulement vous avez une méfiance par rapport à l'inspection du travail, vous avez une méfiance par rapport au juge, et vous avez la facilité de licencier plus vite. Ça va faire plus de chômage. Si on veut se battre contre le chômage, il faut se battre contre l'ANI. Alors on me dit, mais comment ça a pu arriver? Je vous l'ai dit au début, il y avait une feuille de route du gouvernement, il y a une sortie de route. Il y a une sortie de route. Ça a été signé là dans les locaux du MEDEF. Ils ont dicté, il y a des gens qui ont signé. Alors je vais vous dire les derniers mots avant de faire ma conclusion. Même les recours devant les prud'hommes vont être limités. Parce que là, vous aviez 5 ans pour aller au prud'homme si vous aviez à vous plaindre de votre employeur. Et croyez-moi, il y avait beaucoup de gens qui ne savaient pas et qui ne savent toujours pas ce que c'est les prud'hommes. Moi, j'en ai pu arriver dans mon bureau à mes permanences. Je disais non, l'inspection, moi, je peux toujours aller mettre un procès-verbal à l'employeur. Mais vous, pour avoir vos sous, il faut aller au prud'homme. Je voyais le blanc dans les yeux des gens. Les prud'hommes, je vais avoir besoin de quoi? D'un avocat. Alors moi, je disais, c'est une procédure gratuite, orale. D'ailleurs, elle est plus gratuite. Sarkozy a mis une taxe de 35 € à payer quand on y va. Alors, vous aviez 5 ans, parce qu'il faut que les gens le temps se renseignent parfois. Maintenant, c'est plus 5 ans, c'est 2 ans. Dans l'année. Et vous pouviez demander vos heures supplémentaires 5 ans en arrière. C'est important, parce que les gens, et vous me direz comment 5 ans en arrière, moi j'ai eu un UMP l'autre jour, il me dit, ouais, les gens ils se défendent de leurs heures supplémentaires, qu'est-ce que vous racontez? Mais non, les gens ils se défendent pas de leurs heures supplémentaires. Ils les font pour pas se faire virer. Et souvent elles sont pas déclarées, pas payées, pas majorées. Ouais, tu restes ce soir, j'ai besoin de toi. Et on compte pas le lendemain que c'est 25 ou 50% pour l'heure. Il y a 1 milliard d'heures supplémentaires en France aujourd'hui qui ne sont pas déclarées. Je peux vous le prouver si vous le voulez, en détaillant métier par métier. C'est l'équivalent de 600 000 emplois quand on a 5 millions de chômeurs. 600 000 emplois en heures supplémentaires pas déclarés. Alors finalement, les gens, ils se font avoir. Puis quand ils sont virés, ils viennent quand même à l'inspection ou au syndicat. Puis ils disent, ouais, mais il y a mes heures sup. Alors on se dit, bah oui, vas-y, fais ton dossier. Réclame-les 5 ans en arrière, tu peux. Non, maintenant, il ne peut plus. 36 mois avec l'ANI. 36 mois. J'ai expliqué déjà que c'était la mort, deuxième mort, de la lingère de Chamonix. Un célèbre lingère de Chamonix. Parce que cette femme avait commencé à travailler comme lingère à l'âge de 16 ans et jusqu'à l'âge de 65 ans dans le grand hôtel de Chamonix. Elle avait travaillé pour le grand-père, puis le père, puis le fils. Elle logeait dans la chambre de bonne de l'hôtel, sous les combles. Et elle ne comptait pas, elle n'a jamais pris de repos. Elle travaillait tous les jours, toute sa vie. Et à 65 ans, le petit-fils, patron de l'hôtel, lui a dit, dégage de ta chambre de bonne. Hein. Il y a quelqu'un qui l'a pris en considération et qui a monté le dossier devant les prud'hommes. Il a fait jouer ce qu'on appelle un dol trentenaire. Et il a reconstitué sa carrière, tout ce qu'elle avait subi. Et elle a eu, je crois, c'était 261 000 €. Voilà. C'est pour ça que Mme Parizeau dit ça insécurise les employeurs. On ne peut pas esclavagiser tranquillement son monde. Hein. Et la lingère de Chamonix, bah, elle ne pourra plus maintenant avec l'ANI. Vous ne pourrez plus rattraper. C'est 36 mois, il y a prescription, il faut le faire avant 5 ans, avant 24 mois. Et maintenant, il y a un barème. Vous n'allez pas me croire. Il y a un barème, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander plus de 14 mois de dommages et intérêts à votre employeur. Et selon l'ancienneté, le barème va de 1 mois à 14 mois. Alors moi, on m'a dit, mais non, mais tu comprends pas, c'est en conciliation, c'est pas en audience. Mais bien sûr, c'est en conciliation. Mais en conciliation, dans 80% des cas, les employeurs ne concilient pas. Alors vous demandez 12 mois, bah, l'employeur va dire non. Ah, vous êtes quand même obligé d'aller en audience. Il va quand même faire appel. 8 mois, plus 8 mois, 16 mois. Mais si vous avez demandé 12 mois au début, vous n'avez pas intérêt à demander 24 mois en audience. Hein. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour être là, pour vous dire, bah, qu'est-ce qui vous prend? Vous avez demandé 12 mois, vous demandez 24 mois maintenant, et vous ne pourrez pas, vous êtes plié dans le barème.
Et le barème, 14 mois. Plafond, plafond. Vous demandez, tellement ça insécurise les employeurs qu'il faut s'assurer qu'on ne peut pas leur demander trop d'argent, même s'ils vous ont volé toute votre vie. C'est ça qu'il y a. Et un barème, je prétends aussi que ça peut être anticonstitutionnel. Parce qu'on ne peut pas, encore une fois, à la place du juge, mettre un barème sur les sanctions, etc. Et ça, on verra dans une phase ultérieure. Et le dernier point de l'article de l'ANI, alors là, c'est un truc, vous allez rêver tout debout. Il est informel, il est théorique. Il dit que la procédure doit s'effacer derrière le fond, quand il y a des problèmes de licenciement. Alors, les gens peuvent ne pas s'intéresser au droit, à la technique du droit... Mais enfin, quand même, un contrat de travail, c'est entre deux parties. La rupture du contrat de travail est unilatérale. Donc la procédure est décisive. Si vous mettez de côté la procédure, vous vous défendez infiniment moins bien contre tout. Et la procédure, ça veut dire que si vous avez reçu la lettre recommandée qui vous donne un délai de 5 jours pour un entretien préalable et qu'il n'a pas compté le jour franc, enfin tout ça, ce qui servait parfois à faire recommencer et à faire que vous ayez un mois d'indemnité supplémentaire, ça saute. La procédure passe derrière. Le but du MEDEF, c'est d'arriver à ce qu'on vous licencie sans motif. Sans motif écrit. Et comme aux États-Unis, je ne sais pas si vous avez vu ce film avec George Clooney, quand même un grand acteur, et il s'appelle On the Air, si vous pouvez le voir. C'est le gars, il voyage partout aux États-Unis en avion, parce que partout où il se pose, il licencie. Les gens ont 10 minutes pour prendre leurs affaires, hop, dehors. Ça, c'est le rêve du MEDEF. Ils avaient essayé avec le CNE, si vous vous souvenez. Le CNE, hein, contrat nouvelle embauche. Villepin, 2005. Puis le CPE, pour les jeunes, contrat première embauche. C'était on vous licencie sans motif. Ils ont réussi à le faire passer dans un domaine, c'est ce qu'on appelle la rupture conventionnelle. C'est-à-dire que là, le salarié signe, mais il n'y a pas besoin de motif pour une rupture conventionnelle. On rompt le contrat. De toute façon, je te fous dehors sinon. Ou je te fais une faute grave. Ou on rompt le contrat, tu signes. Il y a une homologation déjà, par la DDTE. D'ailleurs, ça ne marche pas, c'est du tampon, ça n'a aucune sorte de contrôle. Mais il y a eu 1 million de ruptures conventionnelles depuis le 1er octobre 2008, où la loi, ça s'appelait la loi Bertrand, est rentrée en vigueur avec la rupture conventionnelle. C'est le plus grand plan social qu'il y ait jamais eu, sans motif. C'est-à-dire que quand on a 5 millions de chômeurs, les patrons peuvent en mettre 1 million dehors, sans motif. Et quand la personne elle arrive au Pôle emploi, on lui propose un boulot, et elle, faut qu'elle donne un motif pour le refuser, sinon elle se fait radier. C'est pas des petits détails, ça, hein. Je pinaille pas sur des choses secondaires. J'ai dit au début que c'était un droit vital, essentiel, que même les salariés qui ne le savent pas, tout ce que je suis en train de dire, et je peux commenter encore sur plein d'autres aspects que je n'ai même pas abordés. Mais si vous allez vers cette voie, c'est une déstructuration évidente du droit du travail. Est-ce que c'est ça dont on a besoin quand on a 5 millions de chômeurs? Ben non, c'est de protéger les gens. Protecteur, moins souple, protecteur, avec des motivations, avec du droit, l'état de droit dans l'entreprise, pas la mort de l'état de droit. Alors maintenant, on en est là. Ça doit être transcrit en loi. Alors la loi, ça va arriver sur le bureau du Parlement le 2 avril prochain. Alors moi, je suis motivé, je suis un inspecteur du travail, je vois les dégâts. Alors j'ai rédigé 54 amendements. Ils sont entre les mains de tous les parlementaires. Je les ai envoyés au Front de Gauche, je les ai envoyés au Parti Socialiste, je les ai envoyés au Vert. Je ne suis pas le seul. Au MRC. Parce que hier, c'était un député du MRC qui me téléphonait. Mais 54 amendements pour sauver ce qui peut être sauvé. Hein. Parce qu'en fait, je voudrais autre chose, moi. Comme vous, sans doute. Je voudrais une vraie loi de contrôle de l'inspection du travail sur les licenciements boursiers. Je voudrais une vraie loi qui dise pas plus de 5% de précaires par entreprise. Je voudrais une vraie loi qui dise on renforce, on reconstruit le code du travail, on redonne des droits au comité d'entreprise. Vous savez, je lisais un bouquin là sur l'Allemagne de Guillaume Duval qui s'appelle Made in Germany. Il raconte que dans plus de 1000 entreprises, des plus grosses entreprises allemandes, les salariés, c'est 50% du conseil d'administration. C'est pas un gars soumis à, on ne sait pas nommer comment, il est soumis à confidentialité. Et on me dit le modèle allemand. Ben, ils n'ont pas trouvé le modèle allemand là. Il y a des cas, ils savent le trouver, c'est pour dire qu'il n'y a pas de SMIC là-bas. Mais pour toute une série d'autres questions, là, ils ne savent pas le trouver. Donc moi, j'ai une autre idée de ce qu'on a besoin en France pour lutter contre le chômage. Je répète aujourd'hui, c'est pas faire des cadeaux supplémentaires au MEDEF, ça fait 10 ans qu'ils se goinfrent. C'est 10 ans que les choses sont comme ça.
Donc il faut rétablir du droit, pas enlever du droit. Alors ça vient au Parlement, et moi je le dis, hein, tel que vous m'entendez, je me suis exprimé comme ça au Bureau national du Parti socialiste. Au Bureau national du Parti socialiste, il y a 30% des gens qui partagent ma position. C'est pas suffisant, évidemment. Au Parlement, beaucoup de parlementaires s'interrogent. Je sais, j'ai les oreilles partout, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Mais pour que ça se décide, il faut qu'il y ait des gens qui soient dans la rue et qui disent non, on ne veut pas de ça. Parce que sinon, même les parlementaires les plus courageux, ils auront du mal à se bagarrer là-dessus. Vous savez que sur 577 députés, il y en a 10 qui ont travaillé dans le privé. 10 pour lesquels le Code du travail, ça parle. La plupart sont de fonction publique, de culture, dans les départements, les régions, les territoires, où ils sont parfaitement compétents et honorables. Mais le Code du travail privé, c'est très peu connu. Que ça touche la vie d'une caissière et comment, c'est très peu connu. C'est une abstraction. Et d'en haut, on vous dit, bah oui, mais il faut se mettre d'accord avec le MEDEF, avec les partenaires sociaux. Mais l'accord est minoritaire, bon sang. Les syndicats qui l'ont signé sont minoritaires. Même la CFTC, elle va avoir quoi? Elle va avoir quoi 8% des voix en tout et pour tout. Elle n'a même plus le droit de signer un ANI à partir du 1er juillet prochain. La CGC, mais elle n'existe quasiment pas, c'est 2% des voix au niveau interprofessionnel, à tel point qu'ils vont changer leur statut de syndicat pour devenir un syndicat catégoriel, parce qu'à ce moment-là, ils pourront signer les accords pour les cadres, tandis qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus le signer avec les nouvelles lois de représentativité. Et les nouvelles lois de représentativité qui rentrent en vigueur cette année, en 2013, elles ont été mises en place en 2008 à partir d'un accord commun CGT-CFDT. Et le MEDEF avait signé, c'était aussi un ANI à l'époque. Et cet ANI, il dit que le résultat aujourd'hui, on prend en compte les élections professionnelles, les élections prud'hommes et les élections dans les TPE, très petites entreprises, qui ont eu lieu d'ailleurs à la fin de l'année dernière. Elles ont commencé le 28 novembre, elles sont terminées le 18 décembre dans beaucoup de pagailles, mais elles ont quand même donné le fait, c'est que quand vous prenez CGT plus Force ouvrière, ça fait une majorité. Comme les élections professionnelles. On vous dit toujours les syndicats sont pas forts et tout, ouais, ça suffit. Hein. Les syndicats, sans eux, on n'est rien. Dites-le aux gens qui tapent sur les syndicats, que tous les matins, avant de se lever, devraient leur rendre grâce, parce que s'ils ont des congés payés, c'est grâce aux syndicats. S'ils ont une sécurité sociale, c'est grâce aux syndicats. S'ils ont une retraite, c'est grâce aux syndicats. S'il y a du droit du travail, c'est grâce aux syndicats. On dit, ouais, mais il n'y a pas beaucoup de syndiqués. Non, il y a 8% de syndiqués, à peu près, pas beaucoup. Mais le syndicalisme à nous, il est d'une autre nature. Parce qu'il y a 80% des salariés qui votent pour eux aux élections professionnelles. Parce qu'il y a 4,5 millions de personnes qui viennent voter pour eux au prud'homme. Sont représentatifs les syndicats. Il ne faut pas se laisser marcher comme ça. Puis en plus, vous savez, les syndiqués, le nombre de syndiqués, c'est important, évidemment. Je ne dis pas ça, mais une fois, j'avais une discussion avec un syndicaliste suédois. Le gars, il avait 80% de syndiqués dans son pays. Mais il me disait, mais vous, en France, vous avez que 8% de syndiqués, mais comment vous pouvez mettre tant de monde dans la rue avec 8%? Parce que nous, avec 80%, on n'y arrive pas. Et oui, en 2010, il y a eu 8 millions de manifestants qui ont défilé au moins une fois en défense des retraites. Les manifs ont fait 3 millions, on en a eu 4 de ce type. Mais 8 millions ont défilé au moins une fois. Nos syndicats sont représentatifs, n'allez pas vous laisser intoxiquer non plus là-dessus. Et qu'est-ce que c'est que les partis politiques qui ont quelques dizaines de milliers de membres à côté des syndicats? La CFDT, elle en a 600 000, la CGT, elle en a 700, 800 000, et vous avez la totalité des syndicats, c'est 1,5 million peut-être de personnes. Au total. FSU et tout, ben, ceux qui sont contre la liste sont la majorité. Et quand je parle, je ne me sens pas du tout victime, je suis dans la majorité avec vous. Nous sommes majoritaires contre l'ANI en France. Pourquoi le Parlement prendrait-il un accord minoritaire? On essaie de nous faire croire qu'il est major. Parce qu'il y a 3 syndicats sur 5 qui ont voté. D'abord, il n'y a pas que 5 syndicats, il y en a 8. Il y en a 5 qui étaient là parce que c'était selon des critères qui remontent à 1966, les syndicats représentatifs d'avant la loi de 2008. Alors, 3 sur 5, mais on nous fait voter comme avant la Révolution française, c'est-à-dire par ordre et pas par tête. Vous savez qu'on a fait la Révolution pour moins que ça, hein. Parce qu'à l'époque, on nous disait il y a 2 voix, le clergé et la noblesse, ça fait 2, le tiers d'État, ça fait 1, donc le tiers d'État était condamné à être minoritaire tout le temps. Donc on a fait la Révolution. On a dit non, on vote par tête, on vote pas par ordre. Ben, c'est pareil avec les syndicats. On va pas nous faire croire que parce qu'il y en avait 3, mais qui sont plus petits que les autres,
que c'est là qu'est la majorité. Il faut quand même les choses au clair là-dessus. L'accord est minoritaire. Il est minoritaire. Personne ne peut le nier. En droit, comme en fait, il est minoritaire. Donc le Parlement, la gauche, doit écouter la majorité, doit nous écouter. Moi, je vois bien en France ce qui se passe, au fur et à mesure que les gens comprennent ce que c'est l'ANI, parce que c'est pas la pub, hein. Le jour, un débat avec Serge Moiti, il me dit « Oh non, le débat sur le droit du travail, ça fait suer tout le monde, on peut pas faire ça, etc. » Ils veulent pas de débat là-dessus. Pourquoi? Parce que tout ce que je viens de vous dire va surgir. Parce que les gens vont comprendre qu'il faut se remuer là-dessus. Que même si ça casse pas tout de suite, ça va le casser à terme. Et quand on commence à le comprendre, on a envie de se battre. Je vous ai pas dit tout ça ce soir pour vous démoraliser. Je vous ai dit tout ça ce soir pour que vous ayez envie de lutter. Et que vous soyez dans les prochaines manifestations contre l'ANI. Et que la majorité s'exprime grâce à vous. Merci de votre attention.